Bonjour, je m'appelle Marfa Smirnova. Je suis journaliste russe et comme beaucoup de mes collègues, j'ai dû quitter mon pays. Depuis 2 ans et demi, toutes les nouvelles en provenance de Russie provoquent en moi la peur, le désespoir et l'horreur. Jusqu'au 1er août de cette année, date à laquelle un échange de prisonniers, longtemps attendu et apparemment impensable, a eu lieu entre la Russie et l'Occident. Imaginez comment, en l'espace de quelques heures, la vie de ces prisonniers a basculé. Ça a été le cas de mon ami, le journaliste américain Evan Gershkovich. Il est aujourd'hui libre, mais le Kremlin l'a soumis à une terreur psychologique jusqu'à sa dernière minute en détention. Il a même été condamné à 16 ans de prison, seulement quelques jours avant sa libération. L'artiste Sacha Skochilenko ignorait tout, elle aussi, de sa remise en liberté. L'an dernier, Traxist vous avait relaté son incroyable arrestation. Lorsque les geôliers l'ont extraite de sa cellule, Sacha était convaincue qu'elle allait être abattue. Mais ce jour-là, 16 personnes ont été libérées. Aujourd'hui, je peux à nouveau toucher cette pelouse. C'est un sentiment indescriptible. Je profite pleinement de chaque instant, du simple fait de marcher ou encore de regarder le ciel. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sacha Skochilenko. Je suis musicienne, artiste indépendante et aussi une ancienne prisonnière politique. Il y a quelques semaines, j'ai été conduite en Allemagne parce que je faisais partie d'un programme d'échange de prisonniers. Bonjour, je m'appelle Sonia Subotina et je suis la petite amie de Sacha. Pendant les 2 ans et demi qu'elle a passé en prison, j'ai mené une campagne médiatique pour la faire libérer. Et aujourd'hui, elle est à mes côtés. Cet échange était totalement inédit. Sur la liste des prisonniers figuraient des hommes politiques, des proches d'Alexeï Navalny ou encore des ressortissants étrangers. Sacha était la seule citoyenne ordinaire de la liste. C'est une artiste et non une activiste ou une politicienne. Je ne suis qu'une artiste et une simple musicienne. Lorsque la guerre a éclaté, on était désemparés et on n'arrivait pas à y croire. On a alors secrètement mené plusieurs actions de protestation. Par exemple, on allait dans les supermarchés pour placer à côté des étiquettes de prix des petits papiers détaillant des faits sur la guerre. Un jour, alors que Sacha plaçait ses petits papiers, une retraitée l'a prise sur le fait et l'a dénoncé. La vieille dame qui a dénoncé Sacha habite dans cette maison. Là, juste en face. Elle faisait ses courses et quand elle a vu ce qui était inscrit au-dessus du prix des articles, elle a appelé la police. La voisine, vous vous rendez compte ? Ça a été difficile, mais je ne pouvais pas abandonner Sacha. Personne ne l'aurait soutenu à part moi. Je lui apportais des colis au centre de détention, où j'ai subi du harcèlement. Je lui ai aussi cherché un avocat.
En prison, Sacha était victime de maltraitance et d'intimidation. J'ai voulu alerter le public parce que je pensais que ça changerait peut-être les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Sacha a fini par être transféré. J'espérais aussi que sa peine de prison serait plus clémente si le monde entier était au courant de l'évolution de son procès. Malheureusement, je me suis trompée. En fin de compte, Sacha a écopé de 7 ans de prison. J'ai décidé de ne pas passer cette affaire sous silence et d'en parler pour atteindre le maximum de monde possible. Je voulais raconter mon histoire pour susciter des émotions et faire réagir les gens. Bien sûr, j'avais le choix, mais j'ai voulu aller en prison pour défendre la paix et la liberté d'expression. Si j'avais plaidé coupable lors de ma première audience, j'aurais été libérée. Mais j'ai absolument tenu à aller en prison au nom de mes valeurs. Je vois ça comme ma performance artistique actuelle. On m'a incarcérée et puis j'ai été libérée. Ils m'ont fait descendre de l'avion et ensuite je suis restée très longtemps assise dans un bus à attendre, au beau milieu du désert. J'étais terrorisée. J'imaginais qu'ils allaient m'emmener vers un peloton d'exécution, ou encore que l'avion allait exploser ou s'écraser. En tout cas, ça ne changeait rien à mon état psychologique. J'étais sous le choc. Mais aujourd'hui, on est en Allemagne et on est très heureuse. Notre campagne médiatique a certainement joué un grand rôle dans la libération de Sacha. Son cas a attiré l'attention un peu partout en Europe. Les médias étrangers ont beaucoup parlé de nous et des consuls nous rendaient visite pour chercher une solution. En Europe, le travail artistique de Sacha a été très médiatisé, notamment ses œuvres créées en détention provisoire, qui illustraient sa vie quotidienne et tout ce qu'elle voyait et ressentait. Je pense que c'est tout ça qui a contribué à sa libération. Il était clair que nous allions quitter le pays le jour même où Sacha serait libéré. Je suis très reconnaissante au gouvernement allemand de m'avoir ramené la personne que j'aime le plus au monde et de l'avoir sauvé. Aujourd'hui, nous voulons rester ici et y construire notre vie. La chose la plus efficace que je puisse faire, c'est être créative. Je ne suis pas politicienne et je ne sais pas comment restructurer un régime ou un système politique. En revanche, je sais comment aider les gens à se sentir un peu plus libres. Je veux m'engager pour défendre les droits humains. Bien que nous ayons réussi à quitter notre pays et que nous soyons maintenant dans un endroit sûr, il reste malheureusement beaucoup de prisonniers politiques en Russie. Et leurs proches sont souvent coincés là-bas. On n'a pas encore parlé de notre projet le plus important, notre mariage. On en rêve depuis longtemps. En Russie, c'était impossible. Mais en Europe, j'ai l'impression de vivre un miracle. Quand on se promène en ville avec Sacha, je peux l'embrasser dans la rue. Personne ne nous fait de réflexion désobligeante, comme c'était le cas en Russie. Les gens ne nous regardent même pas. La propagande russe n'a pas ignoré cet événement historique, mais elle a relayé l'information avec, comme toujours, une objectivité qui lui est propre.
Les criminels russes de retour au pays ont été célébrés comme des héros. Avec un tapis rouge sur le tarmac et Vladimir Poutine chaleureux leur offrant des fleurs. Parmi les otages libérés se trouvaient entre autres plusieurs pirates informatiques, un espion arrêté en Norvège, ainsi que Vadim Krasikov, le tueur du Tiergarten. On raconte que c'est pour lui que Poutine était prêt à faire autant de concessions. Krasikov avait été condamné à la prison à vie en Allemagne pour avoir abattu il y a 5 ans, à Berlin et sur ordre du Kremlin, Zelimran Khangoshvili, l'ancien commandant tchétchène et ressortissant géorgien. Jusqu'au dernier moment, l'Allemagne avait refusé de le livrer à Moscou. Mais Krasikov était trop précieux pour Poutine, qui a d'ailleurs accueilli personnellement son assassin en lui présentant ses respects. Parallèlement, Gershkovitch, le reporter du Wall Street Journal, lui aussi échangé, a été publiquement criminalisé. Pour la première fois, le monde a pu voir les images de sa brutale arrestation. Avec comme message de la propagande russe, voilà le véritable espion. Cette vidéo a été tournée en mars 2023 dans un café de Yekaterinbourg. Gershkovitch y rencontre son contact. Et en public, les deux hommes vont discuter d'informations secrètes sur notre industrie de l'armement. La télévision d'État a tenté de faire passer ce montage comme une preuve d'espionnage. Mais il est établi aujourd'hui que Gershkovitch est tombé dans un piège. Les propagandistes ne traitent cependant pas toutes les situations de la même manière. Prenons l'exemple de la région de Koursk. Les troupes ukrainiennes occupent ce territoire russe depuis plusieurs semaines. Mais voici ce qu'on entend à la télévision d'État. Voilà encore une nouvelle provocation médiatique des Ukrainiens qui n'aura aucun impact sur nous. Ces événements dans la région de Koursk n'ont affecté en rien l'opération spéciale. Nos troupes libèrent toujours davantage de territoire et poursuivent leurs attaques en Ukraine. Les propagandistes parlent de victoire, mais pas un mot sur l'évacuation de plusieurs localités frontalières, ni sur les disparitions de civils. Pourtant, la guerre dure déjà depuis 2 ans et demi sur le sol russe. Et dans la région de Belgorod, des tirs quotidiens ont même fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Pour mieux comprendre la situation, nous nous sommes entretenus avec un ancien habitant de la région, dans ce tunnel, en Géorgie. Nikita Parmenov est journaliste et vivait auparavant à Belgorod. Il couvre encore régulièrement les actualités de cette zone. Et il sait probablement mieux que quiconque ce qui se passe actuellement à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Nikita, bonjour. Depuis le 24 février 2022, de nombreux abris ont été construits à la frontière sur le territoire ukrainien. Mais qu'en est-il du côté russe? À Belgorod, ce genre d'infrastructure n'existait pas. Ce n'est que fin 2023 qu'on a commencé à construire des abris destinés à protéger les habitants contre les tirs et les éclats de roquettes. Il a fallu attendre les premières frappes ukrainiennes sur la ville. Et bien sûr, plusieurs personnes ont perdu la vie. Ce n'est qu'après le 30 décembre 2023 que les autorités ont donné l'ordre de construire des abris dans la région frontalière autour de Belgorod. Et il s'agissait de blocs de béton sur lesquels on avait inscrit « Abri ». Écoutons maintenant un autre témoignage, anonyme cette fois-ci, qui confirme ton récit.
Le centre-ville est devenu l'endroit le plus dangereux de Belgorod. Des abris ont été installés un peu partout et des sirènes retentissent pour signaler les tirs de missiles. Mais la moitié des gens font comme si de rien n'était. Ils n'utilisent même pas ces abris lorsque les sirènes se mettent à hurler. Pendant longtemps, il n'y avait que des sacs de sable pour nous protéger. Mais à quoi ça rime? Est-ce que ces sacs nous sauveront d'un obus qui explose? Les habitants se sont plaints de ne pas être protégés et personne ne nous a aidés lors des évacuations. Au bout de quelques mois, la population a compris que le gouvernement qui avait déclenché cette guerre ne leur offrirait aucune protection. La Russie, qui est pourtant un grand pays, a pris cette décision sans aucune concertation. Et tout ce que le Kremlin est capable de faire, c'est de donner à ses citoyens des extincteurs pour qu'ils puissent éteindre eux-mêmes leur maison si elle brûle. Bien sûr, ça a alimenté un profond sentiment anti-guerre. Les gens veulent que ces combats s'arrêtent. Ce qui est important et que les habitants de la région de Belgorod ont très bien compris, c'est que Moscou, le centre fédéral du pays, n'en a rien à faire de leur sort. Sans connaître le contexte russe, on pourrait se demander pourquoi les habitants, si les autorités se fichent d'eux, ne vont pas protester avec des fourches devant les mairies. Historiquement, il existe plusieurs exemples attestant de la passivité des populations vivant dans des dictatures fascistes. Si les gens ne font rien, c'est parce qu'ils ont peur du pouvoir répressif de l'État. La population n'a aucun moyen pour s'organiser, s'unir et manifester. Je suis certain que dans la région de Belgorod, peu de gens souhaitent que cette guerre se poursuive. Tout particulièrement à la frontière, on approuve de moins en moins les attaques russes sur le territoire ukrainien. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un autre prisonnier politique. Il s'appelle Pavel Kouchnir, ou plutôt s'appelait. Pavel est mort le 27 juillet dans une colonie pénitentiaire, après 5 jours de grève de la faim et de la soif. Les médias n'ont pas parlé de lui, et il n'a jamais fait l'objet d'un éventuel échange de prisonniers. Pourtant, après sa mort, des politiciens européens ont déclaré que son nom devait nous rappeler à tous la répression du Kremlin. Pavel était musicien et écrivain, et ce n'est qu'après sa disparition que son œuvre a été découverte par le grand public. J'avais des doutes quant à la pertinence de cette interview. Et je me méfie de tout ce battage médiatique. Est-ce que je peux vraiment vous parler de Pavel tout en étant confortablement assise, en mangeant des croissants et en buvant un café? Ça ne correspond pas du tout à sa personnalité, ni à ce qu'il a fait. Je m'appelle Olga Shkrugunova et je suis une amie d'enfance de Pavel Kouchnir. Il est récemment décédé en prison parce qu'il avait entamé une grève de la faim pour protester contre la guerre. Avec Pavel, on se connaissait depuis l'âge de 6 ans. C'était un musicien génial et incroyable. Son talent lui a d'ailleurs toujours permis d'attirer l'attention sur son travail. Kurt Cobain est mon artiste préféré. Les gens qui font de la musique classique ne sont pas aussi courageux et humains que dans le rock. Après tout, le véritable idéal d'un artiste, c'est d'être une rockstar. Pavel avait un grand cœur. Et il a toujours agi dans l'intérêt de la communauté. Quand la guerre a éclaté, son engagement est devenu politique.
On a commencé à s'écrire de plus en plus souvent. Il savait que j'étais opposée à cette guerre et que je vivais avec une famille ukrainienne. Il savait aussi que je donnais des concerts caritatifs et que je récoltais de l'argent pour l'Ukraine. Fin 2022, Pavel a entamé sa première grève de la faim. Elle a duré 20 jours. C'était sa manière à lui de protester pacifiquement contre la guerre. Le fascisme représente la mort de notre patrie. Les habitants de notre pays ont donné leur vie par millions pour que le fascisme disparaisse à tout jamais. Nous refusons d'adorer cette bête. À bas la guerre en Ukraine. À bas le régime fasciste de Poutine. Liberté pour tous les prisonniers politiques. Liberté pour tous les citoyens. Il m'a envoyé le lien de sa chaîne YouTube. Et quand j'ai vu ses vidéos, je me suis dit qu'il agissait en accord avec ses convictions. Même dans le pire de mes cauchemars, je n'aurais jamais imaginé qu'on le mettrait en prison et qu'il allait mourir pour ça. L'été est arrivé et je trouvais que ça faisait longtemps que Pavel ne m'avait plus écrit. Et puis la nouvelle de sa mort est tombée. Je ne savais pas qu'il avait été arrêté et qu'il était en prison. Sa famille et certains de ses proches étaient au courant de son arrestation. Par contre, rien n'a jamais été rendu public. Pour autant que je sache, personne n'a tenté d'en parler. Personne n'a jamais essayé de l'aider. La seule information dont on dispose, c'est qu'il est décédé des suites d'une grève de la faim et de la soif. Rien n'indique qu'il soit mort de manière violente. Et j'ignore quels ont été ses derniers jours en prison. Je cherche aujourd'hui à faire publier un manuscrit de Pavel intitulé « Journal du Birobidjan ». Je lui avais promis de le faire publier s'il lui arrivait quelque chose. Le Birobidjan est une région située à 6 jours de train de Moscou. Pavel avait reçu une offre d'emploi et s'y était rendu pour y travailler. Il a commencé à écrire ce journal après la première vague de mobilisation. C'est d'ailleurs le sujet principal de ce texte. Il y parle des personnes mobilisées qu'il a connues et de leurs ressentis. Toi et moi, nous suivons chacun notre propre route. Nous ne vivons pas la vie des autres. Personne ne nous impose le mensonge. Et si notre existence est parfois étrange ou difficile, elle représente pour nous une grande joie, car c'est avant tout la nôtre. Jamais une vie ne pourra changer la beauté de la nuit, car sa lumière existe. Et jamais une nuit ne pourra changer la beauté d'une vie, car c'est un souvenir perdu qui me montre le chemin à emprunter. Les nombreuses personnes qui ont réagi à la mort de Pavel se posent toutes la même question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Face à une telle situation, il est nécessaire de trouver une réponse adéquate. Nous voulons créer un fonds en mémoire de Pavel pour aider les gens en Russie, autant les prisonniers politiques que les musiciens, les artistes ou les écrivains. Nous devons nous unir, et c'est peut-être ce qui nous sauvera. En tout cas, j'y vois là une force que Pavel nous a léguée en mourant. L'histoire de Pavel a touché des milliers de personnes. Et même si tous ces gens ne le connaissaient pas personnellement, ils ont été profondément bouleversés.
Et ça, c'est déjà une petite victoire. Une victoire sur l'indifférence et le cynisme qui règnent ici. On peut toujours espérer un miracle, mais il est fort probable que des centaines de détenus ne seront jamais libérés. Alors que faire? Parler d'eux, écrire, et ne pas les oublier. Pourtant, grâce à cet échange historique de prisonniers, de nouvelles voix d'opposition commencent à se faire entendre. Bonjour, Andrei Pivovarov. Je fais partie des prisonniers politiques libérés par la Russie le 1er août. Tania Ousmanova, je suis sa femme. J'ai rejoint Open Russia en 2015. Open Russia est un mouvement social qui s'engage à promouvoir les libertés civiles. Nous nous sommes retrouvés sur la liste des organisations indésirables. Nous n'avions rien à nous reprocher, mais le mouvement a dû être dissous. Ça s'est passé en 2021 et j'ai été la première personne à être emprisonnée pour cette raison. Veuillez quitter la salle. Tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit était justifié. Mais on m'a emprisonné pour ça. Je suis persuadé qu'un jour, notre pays va changer et que tout ira mieux. Je vous remercie. Veuillez quitter cette salle immédiatement. Liberté pour tous les prisonniers politiques! J'ai été condamné à 4 ans de prison. J'ai vécu à l'isolement pendant toute cette période. Je n'avais le droit qu'à une seule promenade par jour et 3 repas quotidiens. La journée, nous étions punis si on nous trouvait en train de dormir. Et dans ma cellule, il n'y avait qu'un tabouret et un lit dont le matelas était relevé pendant la journée. J'avais l'impression de vivre enfermé dans une cage ou un placard. Après la libération d'Andrei, on s'est installé dans cet hôtel. Cette pièce est considérablement plus grande que mon ancienne cellule. Et tout y est bien plus confortable. Je notais dans ce carnet tout ce qui se passait dans ma vie. En prison, la chose la plus précieuse pour moi a été de faire du sport. Ça a l'air ridicule, mais c'est comme ça que je me défoulais. Même dans une cellule minuscule et dans une cour de 3 mètres sur 4, il est possible de courir. Vous imaginez une cour de 3 mètres sur 4? Ça allait à peu près d'ici jusqu'à cette porte. D'abord, je faisais le tour dans un sens, puis dans l'autre. En faisant ça, le corps se contracte et on finit par s'y habituer. Ça devient une discipline qu'on a tout le temps en tête. Les prisons russes sont le reflet de la société. Au début de leur incarcération, de nombreux détenus étaient encore sous l'influence de la propagande. Certains soutenaient la guerre avec enthousiasme et croyaient en la victoire. Mais en général, tout ça se dissipait rapidement. En particulier lorsqu'ils apprenaient par leurs proches ce qui se passait réellement. Ils voyaient bien que les autorités cherchaient avant tout à recruter pour mourir au front. Tout le monde en prison l'a bien compris. Officiellement, il ne restait qu'1 mois et 1 jour avant la libération d'Andrei. Mais le système judiciaire russe est très imprévisible. J'étais sûre qu'ils allaient organiser un 2e procès avant la fin de sa peine. Il y a encore quelques jours, on était en train de croupir dans nos cellules minuscules.
J'aimerais clarifier les choses pour les personnes qui remettent en question cet échange de prisonniers. Cette décision était juste, et pas seulement d'un point de vue humaniste. C'est la preuve qu'il est possible de sauver les victimes pacifistes de la répression. C'est un signal fort pour tous les innocents encore incarcérés, qui, selon les chiffres officiels, seraient encore un peu plus de 1000. Mais en réalité, ils sont bien plus nombreux. En tant qu'homme politique, mon objectif est aujourd'hui de m'adresser à la société russe. Nous allons prouver que nous n'avons pas été libérés en vain. Nous ne lâcherons pas le Kremlin parce que nous formons un lien avec tous les dissidents, même ceux qui sont encore en Russie. Nous devons travailler avec eux, car ils sont la force qui bouleversera le pays de l'intérieur, tout comme l'Occident le bouleversera de l'extérieur.